Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans la quotidienne du mercredi 12 mai. Dans l'actualité, on revient sur le dernier conseil communal de Gland où 2 préavis urgents ont été acceptés jeudi dernier. On détaille tout ça en images. En sport, on parle voile ou plutôt catamaran volant avec les TF35 qui reviennent sur le lac Léman et plus précisément à Nyon ce week-end du 14 au 16 mai. En culture, Andrea reçoit le duo musical Baron-Baronne qui nous présente son nouveau clip réalisé par la Nyonnaise Mei Fatane. Je vous souhaite une très belle émission à tous. Après un long débat, 2 préavis urgents ont été acceptés jeudi dernier par le conseil communal de Gland. Le premier a validé la cession du sous-sol de la parcelle sur laquelle se trouvera la nouvelle déchetterie à l'entreprise Cermix pour y construire une halle de stockage souterraine. Et le deuxième autorise l'achat d'un bâtiment de la Comba pour 2,3 millions de francs. Les autorités veulent y installer une salle communautaire et un espace commercial. Reportage en images et explications au micro d'Andrea, des 2 rapporteurs des commissions techniques, Vincent Simon et Patrick Mesmer. Alors après avis d'urgence, procédure exceptionnelle, expliquez-nous ce qui s'est passé ce soir. Alors l'urgence s'explique parce qu'en fait on a une entreprise sur le territoire glandois qui est en croissance et qui avait sous-estimé sa croissance future et qui manque de place. Entreprise Cermix dans la zone de la Ballastière par là. Et puis cette entreprise aurait besoin de construire un entrepôt. Et elle n'a pas de terrain immédiatement disponible aux alentours. Et elle s'est rendue compte que la commune n'avait pas encore lancé les travaux de la déchetterie, qui est en annexe de son propre terrain. Et donc elle a fait la proposition à la commune de construire en sous-sol l'entrepôt dont elle a besoin. Alors la commission technique était favorable au projet. Ce soir, le préavis a été accepté par 34 oui, 24 non, 2 abstentions. Mais on a senti que le débat était long ce soir. Qu'est-ce que ça évoque ou qu'est-ce que ça démontre au fait du conseil et de son rapport avec la municipalité? Disons que une partie du conseil avait des inquiétudes pour le futur de la déchetterie, pour le prix qu'on devrait éventuellement payer pour récupérer le bâtiment en cas de faillite de l'entreprise. Enfin, je crois que toutes les questions ont été apportées, toutes les réponses ont été apportées à ces questions. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions et c'est quelque chose d'assez inhabituel d'avoir une telle proposition où on confie un droit de superficie pour construire en sous-sol sur un terrain qu'on va exploiter. Voilà, il était normal qu'il y ait beaucoup de questions à mon avis. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque d'informations comme ça a été dit ce soir? Non, je ne pense pas, mais on a eu ce soir 2 préavis urgents, ce qui avait un peu fâché une partie du conseil dans un premier temps. Et ça peut être placé les discussions sous un jour pas très favorable. Ça me dérange un petit peu qu'au final, on aille toujours dans la même direction. Le préavis numéro 100 relatif à la demande de crédit d'investissement pour l'acquisition du bâtiment A5-1 du quartier La Comba, destiné à l'aménagement d'une salle communautaire et d'une surface commerciale. Résultat du vote, 35 oui, 23 non, 2 abstentions. Expliquez-nous ce qui s'est passé ce soir. C'est vrai qu'au vu des débats, on était un petit peu gênés de par la précipitation qui nous laissait envisager peut-être une négociation pas aussi serrée comme elle aurait dû l'être. En plus de ça, quelques affectations pour les locaux qui n'étaient pas encore définies. Ça a rendu le préavis un petit peu flou, situation dont on n'avait pas véritablement l'habitude. On n'était pas fermement opposés au projet. Notre rôle était de leur signaler qu'il avait quelques défauts, quelques imperfections, donc quelques incertitudes. Et d'où les 23 voix qui représentent quand même un score intéressant. Ça prouve en tout cas que les questions et les remarques posées méritaient de l'être. Questions qui sont revenues en tout cas nombreuses au travers de plusieurs préavis, souvent les mêmes questions, les mêmes inquiétudes. Qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce que ça dit du conseil et de son rapport avec la municipalité? Mais je crois que qui aime bien châtie bien. Nous sommes un conseil communal avec peu finalement de différences politiques. Il y a très peu de dossiers de la municipalité qui n'ont pas passé le cap au conseil communal. Ce qui prouve bien qu'on leur fait confiance, mais ça ne nous empêche pas d'être critiques.
On parle à nouveau voile aujourd'hui et plus particulièrement de catamaran volant. Après une grande première le premier week-end de mai, les TF35 sont de retour sur le lac Léman et prendront à nouveau leur départ à Nyon ce week-end du 14 au 16 mai. 7 équipages participent à ce deuxième Grand Prix consacré à ce nouveau bateau à la pointe de la technologie. Pour en parler en plateau, je reçois Bertrand Favre, organisateur de ce TF35 Trophy. Salut Bertrand. Salut. Bienvenue. Merci. Et donc par visioconférence, Jérôme Clerc, qui est co-skipper de Real Team Sailing et qui sera au départ du Grand Prix ce week-end. Salut Jérôme. Hello. Bienvenue à toi aussi, c'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Bertrand, le TF35, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est un catamaran volant, c'est le successeur du D35 qui après 16 années de bons et loyaux services a laissé sa place au nouveau TF35. Donc c'est un bateau qui fait 10 mètres de long, 15 mètres en tout parce qu'il y a un grand bout d'or à l'avant, un mât de 21 mètres et qui vole sur l'eau grâce à un système très novateur d'assistance électronique et qui nous permet de décoller avec très peu de vent en fait. C'est un bateau qui a été dessiné pour le lac, donc avec à peine un petit peu d'air, il décolle déjà. Et, on a pu faire une première saison l'année dernière un petit peu particulière parce qu'on n'a pas pu faire de régate. Et on a démarré il y a une semaine à Nyon et on est très content d'avoir pu le faire. Voilà, d'avoir pu lancer ce bateau sur le lac. Alors tu l'as dit, c'est quoi ? C'est plus léger, ça permet de décoller plus rapidement que son prédécesseur, c'est ça ? Alors il est plus léger, ça c'est sûr, mais surtout il a des ailes sous l'eau qui permettent en fait au bateau de sortir de l'eau. Donc en fait, on se retrouve avec un bateau qui a comme un avion finalement. Dès qu'on atteint la vitesse de décollage, le bateau va se surélever. On s'affranchit en fait de la traînée des coques sur le lac ou sur la mer, puisqu'on ira en mer aussi. Et ça nous permet d'atteindre des vitesses qui sont assez sympathiques. Ouais. Jérôme, pour toi, navigateur, qu'est-ce que ça change, ce TF35 ? Qu'est-ce que tu en penses ? Quelles sont les sensations qu'on ressent à bord ? C'est les sensations d'un bateau volant. C'est vrai que nous, pour Real Team, ça faisait quelques années déjà qu'on naviguait sur des bateaux volants. La particularité vraiment de ce bateau, comme l'a dit Bertrand, c'est son assistance de vol électronique qui nous permet de voler vraiment un peu plus facilement que sur un bateau traditionnel volant. Donc les sensations, pour nous, on les connaissait. Maintenant, ce qu'on se trouve assez extraordinaire sur ce bateau, c'est sa capacité de voler, comme disait Bertrand aussi, dans des très petits airs comme sur le lac. Et dans 6 nœuds de vent, déjà, on peut voler et atteindre des vitesses 3 fois supérieures au vent. Donc c'est ça Bertrand, c'est que ce bateau à la base est vraiment conçu en fait pour le lac. Tu disais on va aller en mer après, mais à la base il est vraiment conçu pour le lac et c'est logique qu'il aille sur le lac Léman d'abord ? Oui et non, je dirais. Il a été conçu pour être déplacé. Donc on va faire la deuxième partie de saison en Italie, mais il a été quand même optimisé pour les petits airs. Mais je dirais, il a été optimisé pour la plage de vent qui est la plus grande. En gros, si on parle un petit peu technique, entre 5 et 15 nœuds de vent. Et c'est le 80% de notre temps finalement. Donc on a optimisé le bateau pour cette plage de vent, mais qui fonctionne aussi très bien en mer. On a un mât en 2 parties, le bateau est livré dans un conteneur de transport. Donc vraiment l'idée c'est de pouvoir aller le plus loin possible. Oui, c'est ça. La première manche, elle s'est déroulée donc, c'était à Nyon, c'était il y a 2 semaines de cela. C'était des débuts un peu compliqués, la météo n'était pas du tout clémente. Comment ça s'est passé ? Alors on n'a pas été gâtés par le vent, mais aussi par la météo en général. On a eu très froid, on a eu de la grêle, on a eu de la pluie. Mais par contre, voilà, quoi, on est en sport en extérieur, on doit s'accoutumer de ça. On a quand même pu faire 3 belles manches le samedi. Et des belles manches qui ont validé un petit peu le concept du bateau. On a des airs très légers, mais par contre, on a des bateaux qui ont volé au près, au portant. Donc je dirais le bilan est satisfaisant. Même si après 3 ans de dur labeur pour développer une série, on aurait pu rêver plus festif, quoi. Déjà, faire plus de manches, avoir du soleil, et puis pouvoir faire aussi une fête, ce qui n'est pas tellement l'ambiance du moment. Effectivement. Jérôme, pour parler de ce qui s'est passé sur l'eau, donc avec Real Team, je le rappelle, vous vous êtes classé 2e derrière Alinghi lors de ce premier Grand Prix. C'était compliqué, les conditions météorologiques aussi, du côté des navigateurs ? Non, pas forcément compliqué. On a l'habitude de s'adapter aux conditions météo. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chance de devoir naviguer qu'une seule journée. Après, c'était aussi compliqué pour l'équipe de se remettre dans un esprit compétition. Ça faisait 1 année et demie qu'on n'avait plus fait de régate officielle, donc on était assez excités de recommencer la vraie compétition et après très satisfait aussi d'avoir de nouveau cette adrénaline et puis de pouvoir jouer contre nos adversaires. Donc voilà, nous on est
aussi content d'avoir lancé cette saison et puis d'avoir terminé sur le podium. Comment tu te prépares pour cette deuxième manche, si j'ose dire, qui aura lieu donc du 14 au 16 mai à Nyon? Quels sont tes objectifs avec Real Team? Bon, nous, on est encore vraiment en phase de projection. Hein. C'est une nouvelle série, c'est un nouveau bateau. Donc, chaque heure de navigation sur le lac, on apprend quelque chose. Donc là, on a fait un bon bilan du premier Grand Prix. On va renaviguer d'ici mardi. On aura 2-3 jours d'entraînement avant le deuxième Grand Prix pour essayer encore de s'améliorer et d'essayer de rattraper un petit peu le retard qu'on a sur la ligne pour l'instant. Bertrand, il va faire beau ce week-end à Nyon? Alors les fichiers sont de plus en plus prometteurs. Quand on regardait la météo pendant le week-end, c'était difficile, à avoir peur, mais maintenant ça s'améliore. En fait, j'espère qu'on n'aura pas de pluie, ça semble être le cas. On a des fronts qui vont passer, donc on aura très certainement un petit peu de vent. Donc on se réjouit de pouvoir régater. Un petit mot aussi pour les autres utilisateurs du lac. En fait, on a des bateaux qui sont rapides, qui vont vite et qui peuvent surprendre. Donc on a aussi, grâce au club de Nyon, une petite infrastructure de sécurité et on demande gentiment aux spectateurs de rester à l'extérieur du terrain de jeu. C'est important pour nous, mais c'est aussi important pour tout le monde d'éviter les accidents. Donc on compte sur la bienveillance de nos amis utilisateurs du lac. C'est la deuxième régate donc, qui a lieu ce week-end à Nyon, mais il y aura plein d'autres étapes avec ce Grand Prix T35. Et puis je crois notamment en juin, il y aura Mi aussi, à Rolles, à Genève, et puis en septembre en Italie. Raconte-nous un peu comment ça va se dérouler la suite. Premièrement, on a eu une super bonne nouvelle la semaine dernière, donc le Bol d'Or aura lieu. Donc déjà, il y avait une grosse incertitude sur cette régate, donc on est content de pouvoir la faire. Et en deuxième partie de saison, on va se déplacer à Scarlino en Italie, qui est en face de l'île d'Em, un plan d'eau fermé qui devrait bien convenir à nos bateaux volants. Nos bateaux volants, ils n'aiment pas trop la houle et les grosses vagues. Donc quand on se déplace à l'étranger, il faut qu'on trouve des plans d'eau, on dit fermés ou protégés. Et c'est vraiment l'idée de ce projet, c'est de faire la première partie de saison en Suisse sur le lac et faire la deuxième partie de saison à l'étranger. Et on va renouveler ça chaque année. Donc on espère pouvoir faire un camp d'entraînement aussi en Méditerranée cet hiver pour vraiment montrer que ce bateau est un bateau lacus, mais pas seulement. Ouais. Jérôme, tu vas participer à toutes les étapes, toi, justement, de ce Grand Prix? Oui, bien sûr. Comme les 7 autres équipes, on participe tous au championnat en entier. D'accord. Donc tu seras aussi potentiellement en Italie en septembre prochain, c'est ça? Exact. Bon, très bien. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jérôme, à part justement de donner le meilleur de toi-même et puis que les conditions météo soient réunies? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on souhaite à un marin pour naviguer un bateau pareil? Franchement, si on a déjà la bonne météo, du vent et un petit peu de soleil, on sera content. Bon, très bien. Bon, c'est tout le mal qu'on souhaite du coup pour cette deuxième manche, Bertrand, qui aura lieu donc du 14 au 16 mai à Nyon. Bertrand Favre, merci beaucoup. Et puis Jérôme Clair, merci aussi d'avoir été avec nous. Bonne chance du coup pour ce week-end. Et puis allez, on espère qu'il y aura du soleil. Un an après la première sortie de leur premier EP, Baron Baronne revient avec un nouveau titre intitulé Sémantique et un clip réalisé par la réalisatrice nyonnaise Maïfa Tan qu'on salue. Le duo nous plonge dans les méandres infinis du dialogue amoureux entre mystère et contradiction. On les reçoit aujourd'hui sur ce plateau, le Baron, la Baronne, Faustine Arnaud. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va parler de ce nouveau clip qui est sorti le 6 mai, Sémantique. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez voulu en faire ? Ce morceau, comme vous l'avez dit, il parle un peu des problèmes de communication et du flou dans les relations, qu'elles soient amoureuses ou simplement humaines. Et du coup, dans ce clip, Maïfa a essayé de porter son regard sur ce morceau. Et voilà, c'est toute cette histoire un peu d'une face cachée, des zones d'ombre dans une relation, de quelque chose qu'on croit être quelque chose et finalement qui est autre chose. Et c'est un peu deux mondes qui se regardent et qui n'arrivent pas à se rejoindre dans l'incompréhension en fait. Ouais, c'est la première fois que vous travaillez justement avec Maïfa, qui a l'habitude de mettre tout ça toujours en image. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire au niveau de l'image et du clip ? L'idée c'était justement d'avoir cet effet de contradiction, ces deux mondes qui ne peuvent pas s'atteindre et Maïfa elle a cherché à créer cette étrangeté avec l'idée de la tentacule et des monstres et de l'univers marin qui est un peu mystérieux et incompréhensible. Oui, ça s'appelle Sémantique. On regarde un extrait et on revient.
Y a un truc louche dans ta sémantique. On se croise en deux speed et on s'émancie. Tu me racontes des trucs, puis tu t'émancies. Comment tu respires dans cette étrange vie? Y a un truc louche dans ta sémantique. On se croise en deux speed et on s'émancie. Tu me racontes des trucs, puis tu t'émancies. Comment tu respires dans cette étrange vie? Faustine, Sémantique, c'est le premier d'une série. Qu'est-ce que ça annonce? Un premier album, la suite d'un EP? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors ça annonce un EP 5 titres qu'on va sortir dans le courant de l'année. Là, on a plutôt envie de sortir morceau par morceau parce qu'au final, ils représentent chacun un peu une partie de cet EP et on a envie de leur donner de la place et de la visibilité. Ouais. Est-ce que c'est aussi la situation, on sait qu'aujourd'hui c'est difficile pour les artistes aussi de faire la promo de ces nouveaux titres. Est-ce que ça a aussi impliqué du coup ce choix de le faire petit à petit? Oui, d'une certaine manière, c'est plus sympa pour nous d'avoir plusieurs échéances et puis des clips chaque fois bien réalisés, qu'on prenne le temps de travailler les morceaux. Aussi, on essaye de nous montrer un petit peu et puis le fait de séparer les sorties, ça nous permet de le faire de la meilleure des manières. Ouais, c'est un travail qui prend du temps et du coup je trouve que pour nous c'est plus agréable de le sortir petit à petit et pas en un bloc comme ça. Comme ça on montre aussi l'évolution de notre travail et chaque morceau a ses caractéristiques et son caractère. Du coup on préfère cette manière-là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire de vous et de votre manière de faire de la musique? C'est-à-dire que Baron et Baronne, on ne peut pas les mettre dans une case comme parfois les journalistes aiment bien le faire, c'est aller un peu gratter dans tous les univers? Oui, exactement. Et je pense qu'on peut avoir un EP qui est cohérent dans l'ensemble, mais où chaque morceau est différent et a une ambiance différente. Et du coup, je trouve que c'est cool de laisser la place à chaque trait de personnalité de l'EP. Et voilà. Ouais. Un mot finalement sur vous, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on vous reçoit ici sur ce plateau. Si vous deviez vous décrire l'un et l'autre, on commencera par toi Arnaud, si tu devais décrire la Baronne en quelques mots. C'est quelqu'un de très stressé en ce moment, comme moi, qui a plein d'idées, qui a plein d'idées esthétiques et qui apporte beaucoup d'énergie dans un projet qui a besoin de nous deux pour exister. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Baron? Arnaud, il touche à tout. Il est curieux de découvrir plein de choses. Il a vraiment beaucoup de talent dans plein de domaines différents. Et il a une volonté assez incroyable. Il tire en avant ce projet et il lui donne beaucoup de caractère. Ouais, alors ça c'est le premier d'une série, donc on aura compris. Le premier ça s'appelle Sémantique, la suite c'est de faire cette EP à 5 titres. J'imagine aussi de pouvoir retourner sur scène alors que les choses sont un peu compliquées. Est-ce que vous avez déjà quelques dates ou comment ça se passe pour vous en ce moment? Il y en a pas mal qui s'annoncent, on ne peut pas toutes les annoncer, mais on reprend un petit peu en mode intimiste à Fribourg, à la Spirale, donc un peu chez nous, dans notre ville, pour des concerts tout petits comités. Et puis sur l'été, il y a des dates qui s'annoncent, mais avec les mesures toujours un peu pas claires, on ne peut pas encore dire de date précise. Mais il y en a un peu. On a un peu appris la leçon de ne pas non plus trop se réjouir des dates prévues. Et si elles auront lieu, tant mieux, et sinon, ce sera pour plus tard. Il y a des dates cet été en Suisse romande et un peu en France. Donc, ouais, on espère en tout cas vous voir aussi dans la région, à Nyon. Un plaisir aussi de vous avoir rencontré et puis de découvrir le clip Sémantique sur NRTV. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. La quotidienne du mercredi 12 mai, c'est déjà fini, mais on se retrouve demain pour les rétros. Surtout, je vous souhaite un excellent week-end prolongé de l'Ascension et je vous dis à la semaine prochaine sur NRTV.